Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le socialisme est un système voué à l'échec. Mais je précise tout de suite que je parle ici du socialisme originel, pas de celui de Hollande et de Valls, dont tout le monde se fout par ailleurs. Non, ici je parle de la fin de la propriété privée, du marché et de la collectivisation des moyens de production par un État centralisateur, etc. etc. Un vieux rêve qui a animé des tas de peuples à travers l'histoire et continue d'ailleurs encore de le faire aujourd'hui. Pourtant, selon Ludwig von Mises, l'une des têtes de l'école autrichienne, une seule question suffit à mettre à mort le rêve de la collectivisation. Comment procéder à l'allocation des ressources? Le problème de l'allocation des ressources, c'est le plus vieux problème de l'économie, c'est-à-dire comment utiliser au mieux les ressources naturelles ou l'énergie des hommes pour satisfaire les besoins de la population. Comment éviter le gaspillage de ces dernières ou au contraire empêcher la pénurie. Bon, dans le système capitaliste tel qu'on le connaît, pour répondre à la question de la meilleure allocation des ressources possible, le capitalisme se sert de l'information donnée par la rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire les prix. En effet, les prix nous permettent de savoir l'état de la demande de la population pour tel produit et l'offre qui est actuellement disponible. Par exemple, un prix élevé signifie généralement une demande forte pour une offre difficile et faible. Un prix bas peut signifier une offre facile et conséquente par rapport à une demande modérée. Grâce à ce système de prix, qui n'est certes qu'une approximation, nous pouvons donc connaître les besoins de la population et la capacité de celle-ci de répondre à ces besoins. Ensuite, le capitalisme s'auto-ajuste grâce aux entrepreneurs qui cherchent à réaliser des gains. En effet, des prix élevés sont une promesse de richesse pour les entrepreneurs qui vont ainsi travailler dur pour fournir l'offre manquante et ainsi combler les besoins de la population. Ce mécanisme permet donc d'éviter les pénuries. Et de l'autre côté, les échecs économiques, par absence de demande, évitent le gaspillage de ressources précieuses, quelles qu'elles soient. Prenons l'exemple d'un village où le prix d'une tomate est très élevé. Cela signifie qu'il y a de la demande pour peu d'offres. Un agriculteur va faire un calcul simple. S'il se met à cultiver des tomates, des gens seront prêts à payer pour les obtenir, et il réalisera ainsi un bénéfice. Avec le temps, d'autres agriculteurs, soucieux de gagner de l'argent, le rejoindront et produiront encore plus de tomates. Ils baisseront les prix dans le but d'attirer plus de clients, et à long terme, les tomates seront devenues un produit facile à obtenir. Avec la baisse des prix, la production de tomates deviendra moins alléchante pour les agriculteurs qui cultiveront autre chose, et tant mieux, cela permet d'éviter le gaspillage de leur énergie et de leurs champs pour produire quelque chose de plus utile. Ils iront donc produire d'autres choses plus rentables, car répondant à d'autres besoins de la population actuelle. Et voilà, c'est ainsi que le capitalisme procède, à qui mieux évidemment, à l'allocation des ressources. Bien, maintenant revenons au système socialiste, ou collectiviste, et là nous voyons que l'État est le seul propriétaire des moyens de production. Il n'y a donc pas d'échange, pas de marché, pas de prix, donc pas d'information. Et c'est justement ça le problème. Le collectivisme ne possède aucun moyen de calcul économique, et ne peut donc pas résoudre le problème de l'allocation des ressources. Par exemple, imaginons qu'un État socialiste souhaite la construction d'une usine de voitures pour assurer les déplacements de sa population. Bon déjà, comment savoir si les facteurs de production ne devraient pas être employés à d'autres besoins plus importants pour la population? Il y a peut-être plus urgent que de construire les voitures. Comment savoir après tout? Combien d'ouvriers et de ressources doivent être utilisés pour ce projet, sachant qu'il faut doser au mieux pour éviter le gaspillage des ressources qui pourraient servir à répondre à d'autres besoins plus importants? Comment savoir où placer au mieux l'usine, pour assurer la distribution des véhicules et le recrutement des ouvriers? Avec quels matériaux construire l'usine et les voitures? S'ils ne sont pas bons, l'usine pourrait s'effondrer et les voitures peu résistantes, et on aurait ainsi gaspillé énormément de temps, d'énergie et de ressources pour rien. Et puis, de quel genre de voiture la population a-t-elle besoin? Certains ont besoin de voitures pour des chemins ruraux, d'autres urbains. Comment connaître le nombre exact et éviter le gaspillage en produisant trop un certain type de voiture, ou le manque en ne produisant pas assez un autre type? Le socialisme se retrouve donc ici face à un manque d'information par l'absence du marché. Pour pallier ce manque d'information, le socialisme va donc avoir recours à une immense bureaucratie. Le problème, c'est que l'information nécessaire à l'allocation des ressources est bien trop grande et surtout changeante pour être obtenue et contrôlée par un cerveau humain. Prenons l'exemple d'un simple crayon. Ça a l'air de rien comme ça, mais ce truc, c'est pas tombé du ciel. Pour faire ce crayon, il a fallu du bois pour le créer, une scie pour fendre le bois, de l'acier pour forger la scie, et des hommes pour faire tout ça. Il a fallu du graphite obtenu dans les mines d'Amérique du Sud pour produire la mine, du caoutchouc de Malaisie pour la gomme,
et je n'ai pas la moindre idée d'où vient cette peinture, cet anneau de fer, ou qui a élaboré conceptuellement le design, organisé la production, l'achat des marchandises, la mise en vente, etc. etc. Et pourtant ce crayon existe et nous est accessible pour presque rien, alors qu'il a fallu un paquet d'hommes, de ressources et d'échanges pour arriver à ce résultat. Et ce n'est pas un haut fonctionnaire qui a planifié tout ça. Tout ça a été rendu possible juste par le système des prix, la recherche de gains par les acteurs, par le capitalisme en somme. Le socialisme est peut-être pavé de meilleures intentions que le capitalisme, mais il pêche ici par son manque d'efficacité. Puis, au-delà de la question technique, il y a évidemment la question morale. Une économie collectiviste est une économie où l'État décide littéralement de ta vie. Car, au nom de l'intérêt général, les hommes de l'État t'enverront là où ils estiment que tu es le plus utile, même si cela est contraire à tes souhaits. Qu'importe ta situation familiale, personnelle ou tes loisirs et tes projets, tes envies personnelles seront sacrifiées au nom de l'intérêt général, qui est difficile à établir et qui, dans les faits, correspond surtout à l'intérêt de ceux qui l'ont décidé. Et si tu refuses, eh bien bonjour la prison. Bref, le socialisme est donc voué à l'échec selon l'école autrichienne, et le capitalisme à survivre. C'est une nouvelle qui a de quoi briser des cœurs en France, mais étant donné que vous êtes ici sur YouTube, que vous avez sans doute un compte Facebook pour partager cette vidéo, et du coca dans votre frigo, je pense que vous en remettrez. Courage camarades. Bon allez, bye à tous, abonnez-vous pour plus de liberté, et ciao!